on a une réunion avec Hugo tous les lundis matins à 7h30 où on se voit, où là on fait plutôt le planning de la semaine et les choses qui sont passées la semaine d'avant, où on s'explique, tiens voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, on met des points à l'ordre du jour et on avance sur les choses à court terme. Ensuite, le mardi, on a une réunion avec toute l'équipe ici, tous les responsables, donc on est 6 à cette réunion et là, c'est là qu'on prend toutes les décisions et qu'on construit tout. Il n'y a pas un truc qui est pris sans avoir l'aval de ces personnes-là, puisque c'est elles qui vont être au front, qui vont devoir le donner aux équipes et qui ressentent tout ça. Donc on a besoin d'avoir vraiment leur aval. Ensuite, Hugo et moi, on se voit 2-3 fois par an, on va manger un resto et là on discute plutôt de tout et de rien, la stratégie à moyen et long terme. Aussi un moment où on peut se dire, on sait qu'on peut dire à l'autre des choses qui n'ont pas plu sans qu'il se sente attaqué. Donc c'est un moment où on sait qu'on doit en recevoir, emmagasiner, pas spécialement répondre, entendre ce que l'autre dit et puis travailler un petit peu dessus, comme un couple finalement où il faut retrouver un équilibre. 18 ans ensemble, quand on a commencé on était étudiant, on avait 24 ans, on en a 42 maintenant, on a d'autres aspirations, il y a d'autres choses qui se sont passées, enfants, achat maison, etc. Les implications financières aussi qui sont beaucoup plus importantes maintenant, que ce soit en immobilier mais également en payroll qu'on a à devoir payer chaque mois, donc ce sont des énormes montants, donc il faut tout ça, en effet il faut que ça tourne quoi. Donc voilà. Et alors on fait une réunion ou deux par an aussi de nouveau avec ces personnes-là où des fois d'autres sont intégrés quand on doit résoudre une problématique particulière qui demande du monde et du temps et pas juste une petite réunion d'1 heure où il faut justement pouvoir rentrer dedans parce que ça implique quand même une grosse partie de l'entreprise ou une manière de penser importante. Donc, on l'a fait il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, où on a simplement été à Namur au resto, puis on a dormi, puis le lendemain on a travaillé sur ces problématiques et on a résolu un problème qu'on avait depuis quelques mois, où tout le monde était OK pour avancer dans cette direction. Et une fois que tout le monde est OK, c'est plus facile d'avancer, quoi. Bonjour, bienvenue dans l'émission C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est une émission qui aide justement à vous inspirer, à partager le vécu de d'autres patrons d'entreprise qui ont trouvé leur style de management. Ils ont justement arrêté de s'épuiser, arrêté de vouloir tout virer ou carrément d'arrêter ce qu'ils faisaient. Bonjour Denis. Bonjour. Je suis très contente d'être ici chez Promosport pour justement cette interview, ce partage ensemble. Alors je suis contente pour 2 raisons, parce que je suis en même temps dans le monde du sport et dans le monde de l'entreprise, et je suis contente aussi parce que indirectement je rencontre un duo de patrons. Avant vous étiez un trio, depuis 2 ans vous êtes un duo, et c'est de voir justement comment ce duo fonctionne, se démarque pour pouvoir toujours continuer à faire croître l'entreprise. Promosport, c'est une spécialisation, je disais, dans le monde du sport, mais surtout dans tout ce qui est activité sportive et aquatique pour l'enfant et pour l'adulte. C'est également donc des stages, c'est des cours aquatiques, c'est du sport après l'école, donc c'est extrascolaire, c'est bien ça? C'est vraiment vos 3 pôles? C'est ça, ouais. Donc tout ce qui est natation, bébé nageur et aquafitness, c'est une de nos grosses parties d'activité. La seconde, c'est tout ce qui est stage sportif pendant les vacances. Et la troisième, ce sont les activités extrascolaires dans les écoles. D'accord, ok. Et en quelques chiffres, c'est quoi Promosport? Donc Promosport, on existe depuis 18 ans, on est 50 personnes, on est présent dans 15 écoles, on a 6 piscines, on fait un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et voilà pour l'essentiel. Ok. Donc pour toi, Denis, tu as fait des études justement en gestion à l'ICHEC, anciennement Saint-Louis. C'est ça. Tu as fait pendant 6 ans justement Promosport après justement ton boulot à temps plein qui a été d'abord chez Kraft en marketing, oui. Et puis alors après apparemment dans une autre entreprise, c'est ça? C'est ça, D'abord en tant qu'étudiant, quand on a pu faire la création d'entreprise, donc j'ai pu m'occuper là de faire des études de concurrence, d'études de marché pour voir un petit peu comment développer Promosport, ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans chez Kraft Foods dans le marketing, je faisais ça le soir et le week-end en plus. Et voilà justement, quand j'étais chez Kraft,
c'était pour moi un aboutissement de travailler dans une grosse multinationale américaine et de travailler dans le marketing là-dedans. Je pensais que c'était la meilleure école et puis je me suis vite rendu compte que j'étais fait pour être indépendant, que c'était beaucoup trop gros pour moi, que la machine était trop lente, etc. Et donc, je suis parti dans une plus petite société, on était une quinzaine, et là j'ai fait de la vente pour essayer un petit peu aussi le sales. Et après 2 ans, voilà, je me suis dit, ok, là maintenant il faut que je me lance, travailler pas jour et nuit, mais en tout cas 7 jours sur 7, je prenais pas de congé. Et donc j'avais vraiment envie de dire, allez, on y va 1 an, on divise son salaire par 3, mais on se lance, et si ça marche tant mieux, et si ça marche pas tant pis. Et je pense aussi qu'il faut faire ça le plus tôt possible. Souvent on dit, ah, on va attendre, on va avoir un peu d'expérience, et puis on a 30 ans, on a acheté une baraque, on a des enfants, il faut assumer. Et souvent on n'ose plus prendre le risque. Là, moi, j'étais encore chez mes parents, je savais encore prendre le risque de dire, ok, si j'ai 500 € par mois, j'ai 500 € par mois, et au moins j'aurais essayé. Donc ça, c'était quand même un petit conseil aussi que je donne à ceux qui veulent entreprendre. Faites-le pour moi le plus tôt possible. Vous apprendrez par vos essais-erreurs et surtout vous sentirez si vous aimez être indépendant ou pas. Si Hugo parlait, donc ton coéquipier, ton associé, que dirait-il justement de Denis? Il dirait que je suis quelqu'un de rationnel, d'organisé, de temps en temps exigeant, courageux, travailleur et joyeux. Joyeux, oui, ok. Et qu'est-ce que tu peux dire justement de votre duo? C'est quoi également les mots-clés de votre duo justement de coéquipiers? Donc c'est une complémentarité dans ce qu'on fait. Hugo a fait éducation physique, moi j'ai fait sciences éco, donc moi je m'occupe de toute la partie développement, marketing, finance, et lui s'occupe de toute la partie terrain, donc de faire en sorte qu'on mette les bonnes personnes aux bons endroits, et aussi toute la partie technique des piscines, des 6 piscines, le nettoyage, moi je lui livre une piscine nickel, et puis après lui s'occupe de tout l'entretien. Ok. Vous avez démarré donc, je disais tout à l'heure, en ayant un boulot de salarié et en étant justement en développement promosport sur le côté. Comment est-ce que vous avez fait pour construire votre trio d'abord et puis votre duo d'affaires, qu'on pourrait parler également de duo d'enfer? Tout ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Je veux dire, autant moi au départ j'ai donné les cours de natation, donc moi qui ai fait sciences éco, je me suis retrouvé à donner des cours dans l'eau, en voyant Hugo le faire et en donnant des stages, etc. Et puis évidemment au fur et à mesure qu'on a grandi, c'est moi qui suis le premier sorti entre guillemets de l'eau et qui est fait de la gestion. Et puis à un moment donné, Hugo aussi a dû faire un petit peu plus de management et je pense que c'est ce qui nous a plu à tous les deux. De faire du management. Et un duo, c'est comme un couple, hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se réajuste de temps en temps et qu'on voit si on a toujours envie d'aller dans la même direction. Est-ce que ça nous plaît? Ça aurait pu ne pas lui plaire, ça aurait pu faire en sorte qu'il ait envie de continuer sur le terrain et qu'il n'ait pas envie de devenir un manager. Il se fait que c'est quelque chose qui lui plaisait, qu'il avait un peu en lui de manière innée, puisque lui, il n'a pas trop étudié non plus, ça. Donc voilà. Vous avez justement cette manière de vous coordonner ensemble, etc., de trouver votre complémentarité. Comment est-ce que ça transparaît avec les gens avec qui vous travaillez? Je pense qu'on a un organigramme, donc les choses sont claires pour les gens, ils savent qui fait quoi. S'il y a un problème avec une porte qu'on ne sait pas l'ouvrir, on sait que c'est chez Hugo qu'on va aller. S'il y a un problème avec un contrat dans une école, on sait que c'est chez Denis qu'on va aller. Donc les choses sont claires pour tout le monde quand il doit venir chez l'un ou chez l'autre. Ok. Vous avez donc fortement fait grandir justement Promosport au fur et à mesure que les nouvelles personnes justement intégraient et que les fonctions se professionnalisaient, se spécialisaient. Quel défi est-ce que vous avez dû justement relever par rapport à tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est ressources humaines? Ça s'est fait relativement naturellement. Notre première employée qui est Aurélie, qui est toujours là, en fait, elle a fait un stage à l'EFEC. Et donc, le premier jour où elle a commencé avec nous, on venait d'acheter un petit bureau dans la galerie des Carmes, et elle a monté son bureau avec nous. Et elle a commencé, avant c'était dans ma chambre, et puis là on s'est dit, bon, il y a une stagiaire, je ne peux pas la faire venir dans ma chambre. Donc on avait ce bureau, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis elle a commencé, et puis à un moment donné elle a eu trop.
au début, elle et moi, on faisait tout. On faisait des RH, on faisait du marketing, on faisait des finances, on faisait de la compta, on faisait de la compta analytique, on allait mettre des panneaux, on faisait vraiment de tout. Et puis au fur et à mesure, de nouveau, en fait, chaque fois qu'on a engagé quelqu'un, on a gardé ce qu'on aimait bien faire. Et puis on a ouvert une fonction en fonction de ce qu'on recherchait. Les RH sont devenus rapidement un élément essentiel. Donc quand on était 4, on a engagé quelqu'un qui faisait que les RH, ce qui est souvent rare tout à fait. dans une petite entreprise. Et nous, ça nous a permis de pouvoir bien gérer, de bien répondre à tout ce qui était demande de nos clients, quoi. D'accord, ok, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres choses au fur et à mesure, quand vous avez atteint 10 collaborateurs, 20 collaborateurs et tout ça, que vous avez également mis en place? Donc à un moment donné, on a dû mettre en effet en place un système de rémunération avec des catégories pour que les gens puissent se voir, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était un peu, tiens, on va lui faire ça, puis on va lui mettre Internet à la maison, et puis finalement, on n'était plus très logique, on ne savait pas combien on devait donner. Tout, c'était un peu des salaires à la tête du client, avec des trucs qu'on avait donnés, mais qu'en fait, on ne pouvait pas légalement, mais comme on les avait déjà donnés, on les avait transformés en net. Et donc la personne était mieux payée qu'une autre. Enfin, donc au début, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de flottement parce qu'on ne s'y connaissait pas. Et puis après, dès qu'on a engagé la personne au RH, là, on a commencé à structurer tout ça avec des catégories A, B, C, junior, senior à chaque fois, avec des compétences claires à acquérir pour pouvoir passer les paliers et un package associé à ces catégories. Oui, donc c'était un système très transparent pour tout le monde. Voilà. Quoi. Les gens peuvent se voir, évoluer, peuvent voir vers où ils veulent aller en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Pas, ils ont envie de prendre des responsabilités, pas, ils ont envie de se donner à fond, aller un peu plus lentement. Ça nous est arrivé d'avoir des gens qui tous les ans répétaient la même chose, que les exigences minimales n'étaient pas là, c'est-à-dire de répondre à son mail dans les 24 heures, des choses qui sont a priori basiques mais qui n'étaient pas faites. Et des fois, ça a mis 3 ans, puis à un moment donné, le gars se dit « Ok, maintenant, boum, j'y vais », hop, il passe un cap. Et là, on est étonné de le voir passer ce cap. Et ce qui permet après d'être en effet transparent et de ne pas devoir se justifier. Il sait lui-même pourquoi il ne passe pas ce cap, et s'il veut y passer, c'est à lui à faire le nécessaire pour pouvoir passer ce palier, quoi. Ok. Hugo me disait que vous engagez des personnes passionnées. Qu'est-ce que vous faites au quotidien justement pour toujours entretenir cette passion? La passion dans le métier, c'est la base, parce que travailler avec des enfants, si on n'est pas passionné, ça ne va pas. C'est quelque chose qui demande de l'énergie, on doit s'y donner à 100%. Si on le fait à 50%, ça se voit direct et on s'ennuie direct. Les gens s'ennuient, donc il faut vraiment être passionné pour faire ce métier. Puis après, derrière, on essaie évidemment d'entretenir avec aussi des installations nickel, donc que ce soit les piscines ou le bureau, on essaie d'avoir un environnement de travail qui soit le plus agréable possible, avec du matos professionnel qui fonctionne. Ça, c'est la base pour nous. Ensuite, il y a tous les packages qu'ils peuvent voir. Le fait qu'ils puissent se voir évoluer au sein de l'entreprise fait qu'il y a une certaine motivation qui reste. Et le fait aussi des horaires, dans le métier, ici dans le sport, on travaille souvent quand les autres ne travaillent pas, le soir et le week-end. Bien, ici, on travaille maximum 2 soirs et un demi-jour du week-end, donc ce qui permet aussi de pouvoir avoir une vision à plus long terme et pouvoir construire une vie de famille tout en ayant un travail dans le sport. Ok, et c'est ce que tu m'expliquais auparavant, c'est que vos catégories salariales A, B, C, c'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans les catégories salariales, il y a de plus en plus d'heures d'administrative et moins d'heures justement de terrain, quoi. Donc c'est ça. Donc certaines personnes aiment ça, de pouvoir à un moment donné dire « Ah tiens, je deviens responsable de quelque chose, je sors un peu du terrain », et d'autres préfèrent quand même faire que du terrain, mais au moins les choses sont claires et en effet, au plus on est responsable, au plus on a d'heures pour pouvoir consacrer, qui sont consacrées à la responsabilité. Oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui reste finalement encore un défi à l'heure actuelle au niveau justement vous arrivez à 50 personnes, au niveau des relations humaines, au niveau des ressources humaines, qu'est-ce qui reste encore un défi? Mais là, le nouveau défi, c'est en effet, on a un Carrefour, 50, ça commence à être une grosse structure. Donc on essaye là maintenant de repasser sur des petites sortes de petites business units dans les écoles, dans les piscines, où on pourra
de nouveau avoir une grosse réactivité, parce qu'on a certainement perdu en réactivité le fait qu'on soit plus gros. Et donc ça, c'est un peu l'objectif de cette année ici, c'est de pouvoir avoir toujours une centralisation ici, mais où on est finalement là pour appuyer, pour aider les autres, mais les responsabilités seront sur les sites. Et nous, on est les personnes ressources ici pour aider à faire en sorte que tout fonctionne convenablement. Vous donnez les outils finalement pour qu'ils puissent être autonomes sur leur site, quoi. C'est beaucoup plus ça, quoi. Voilà. Ouais. Et donc il y a un défi également au niveau justement ressources humaines, quoi, apparemment. Oui, tout à fait. Donc ici, on a réussi à le faire plus ou moins pour tout ce qui était comptabilité. Donc en effet, ils sont venus se former. C'est eux qui font, c'est les gestionnaires de sites qui font la facturation maintenant, qui peuvent, quand il y a un problème, quand un parent ne paye pas, avant c'était nous qui l'envoyions. Les personnes ne répondaient pas, le gestionnaire n'était même pas au courant que cette personne ne payait pas, etc. Là, il sait directement qui est un bon payeur ou pas un bon payeur. Il peut le glisser facilement en disant n'oubliez pas votre petite facture. On s'occupe de ces enfants, des enfants tous les jours. Donc c'est aussi les parents, on s'occupe de ce qu'ils ont le plus cher au monde. Donc ils essayent, je pense que c'est, en tout cas, on a un meilleur taux de paiement maintenant depuis qu'on a mis ça en place. Et ce sont des petites formations qu'on a mis en place. On va faire la même chose maintenant en RH pour qu'ils gèrent beaucoup plus en interne sur leur site les petits problèmes qu'ils pourraient avoir de remplacement, etc. Et que ce soit décentralisé plutôt que centralisé. Oui, parce que ce que tu me disais auparavant, c'est que quand vous avez par exemple la pleine période de stage juillet-août, vous pouvez avoir jusqu'à 150 personnes qui travaillent pour vous et que vous savez statistiquement qu'il y aura 15 personnes qui ne vont pas pouvoir se présenter le matin. C'est ça. Comme ici, on a nos 50 employés, puis on engage 100 personnes en plus. Là-dedans, il y en a des qui ne travaillent qu'une semaine et qui nous disent oui au mois de juin. Et puis finalement, ils ont un plan qui se fait et ils n'ont aucun scrupule à envoyer un petit SMS ce dimanche. Finalement, je ne viendrai pas. Alors en inventant quelque chose ou vraiment en étant malade, mais donc on a quelque chose qui était stressant pour nous avant parce que la RH le lundi matin devait commencer à trouver quelqu'un à faire des trucs. Maintenant on sait que si on a 150 personnes, on aura 10, 15 qui ne seront pas là. Donc on a 10 personnes en backup qui ne savent pas où elles vont et le lundi matin, voilà, tu vas là, ce qui fait qu'on diminue le stress. Si tu avais justement une chose à travailler pour être une meilleure version de toi-même en tant que patron, même si je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, qu'est-ce que ce serait ? Comme j'ai expliqué un petit peu ici, je pense que le fait qu'on soit... toutes les semaines, on se voit avec les équipes ici de responsables, tous les mardis. On a déjà parlé ouvertement de nos manières de travailler, lors des évaluations aussi, on parle de ça. Donc j'ai du mal à dire, tiens, je dois changer ça complètement, parce que ce sont des petites modifications qui se sont faites à chaque fois au fil du temps, et que j'ai fait aussi, qui font que je me suis aussi adapté aux personnes avec qui je suis. Et d'ailleurs, quand je suis si par exemple je suis tout seul avec le directeur financier ou tout seul avec la personne des RH, je ne veux pas leur parler de la même manière parce que je sais quelqu'un, je vais pouvoir aller plus loin qu'avec l'autre et que s'ils sont ensemble, je dois trouver encore une autre forme de communication. Donc voilà, j'essaye de m'adapter à tout le monde, de comprendre aussi comment chacun fonctionne pour qu'il se sente bien dans sa peau. Mais j'ai difficile à dire, ok, je dois changer ça. Je dois travailler ça sur moi. C'est ça. Qu'est-ce que justement vous faites au quotidien pour justement entretenir, je dirais, tout ce que vous avez construit, quoi. Apparemment, vous avez différentes réunions, etc., quoi, et que vous, pour pouvoir entretenir justement toujours tous ces liens qui existent, parce qu'il y a de plus en plus de personnes. En effet, mais donc ici, on a une réunion avec Hugo tous les lundis matins à 7h30 où on se voit, où là on fait plutôt le planning de la semaine et les choses qui sont passées la semaine d'avant, où on s'explique, tiens voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, on met des points à l'ordre du jour et on avance sur les choses à court terme. Ensuite, le mardi, on a une réunion avec toute l'équipe ici, tous les responsables, donc on est 6 à cette réunion et là, c'est là qu'on prend toutes les décisions et qu'on construit tout. Il n'y a pas un truc qui est pris sans avoir l'aval
de ces personnes-là, puisque c'est elles qui vont être au front, qui vont devoir le donner aux équipes et qui ressentent tout ça. Donc on a besoin d'avoir vraiment leur aval. Ensuite, Hugo et moi, on se voit 2-3 fois par an, on va manger un resto et là on discute plutôt de tout et de rien, la stratégie à moyen et long terme. Aussi un moment où on peut se dire, on sait qu'on peut dire à l'autre des choses qui n'ont pas plu sans qu'il se sente attaqué. Donc c'est un moment où on sait qu'on doit en recevoir, emmagasiner, pas spécialement répondre, entendre ce que l'autre dit et puis travailler un petit peu dessus, comme un couple finalement, où il faut retrouver un équilibre. 18 ans ensemble, quand on a commencé, on était étudiants, on avait 24 ans, on en a 42 maintenant, on a d'autres aspirations, il y a d'autres choses qui se sont passées, enfants, achat maison, etc. Les implications financières aussi, qui sont beaucoup plus importantes maintenant, que ce soit en immobilier, mais également en payroll qu'on a à devoir payer chaque mois. Donc ce sont des énormes montants, donc il faut tout ça, en effet, il faut que ça tourne, quoi. Donc voilà. Et alors on fait une réunion ou 2 par an aussi, nous, avec ces personnes-là, où des fois d'autres sont intégrées, quand on doit résoudre une problématique particulière qui demande du monde et du temps, et pas juste une petite réunion d'1 heure où il faut justement pouvoir entrer dedans, parce que ça implique quand même une grosse partie de l'entreprise, une manière de penser importante. Donc, on l'a fait il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, où on a simplement été à Namur au resto, puis on a dormi, puis le lendemain on a travaillé sur ces problématiques et on a résolu un problème qu'on avait depuis quelques mois, où tout le monde était OK pour avancer dans cette direction. Et une fois que tout le monde est OK, c'est plus facile d'avancer, quoi. Ok. Et tu me disais aussi à un moment donné que au niveau justement des évaluations, vous aviez vu d'abord tout le monde et tout ça, et puis que finalement vous vous bloquiez tout le mois de janvier pour pouvoir ça, et que vous avez également changé ce système-là. Oui, c'est ça. Donc tous les ans, on fait une petite évaluation avec l'ensemble du personnel. On a une trentaine de critères sur lesquels eux cotent et nous on cote. Donc c'est-à-dire que s'ils en mettent 2 à un point et que nous on met 2, on n'en parle pas. Les cotes sont différentes, alors on discute de ça. Et en effet, ici, le mois de janvier passé, on a passé le mois de janvier à recevoir les gens et ça devenait trop lourd pour nous. Donc maintenant on s'occupe des B et des C, ils sont une quinzaine, et eux ont reçu leurs collègues et ont évalué leurs collègues, et tout ça est transparent puisque chacun peut y mettre du sien, et le but est vraiment constructif et qu'on puisse se trouver un équilibre au sein de Promosport, trouver ces balises dans lesquelles on peut avoir son espace de décision et s'amuser. C'est important de s'amuser. Là, c'est quelque chose qui est aussi basique au sein de Promosport. Il faut qu'on s'amuse. Et si on s'amuse, la journée passe vite et on a envie de continuer, quoi. Tu me parlais aussi justement de cet esprit participatif que Promosport finalement a grandi grâce aux apports du terrain, que vous ne preniez pas les décisions ici en vase clos dans votre tour d'ivoire, mais en tous les cas il y avait des idées, il y avait une pierre à casser qui était mise, et puis alors c'est avec l'équipe, en tous les cas des responsables, des fois avec l'équipe du terrain, que vous finalement vous preniez la décision finale. Oui, c'est tout ce qui est stratégique et qui touche à Promosport dans son mode opérationnel. On va toujours prendre les décisions avec les 6 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui elles gèrent aussi leurs équipes et ont aussi le ressenti. Et là-dedans, on a ce qu'on appelle un coordinateur terrain, Greg, qui lui justement, son unique but, c'est de comprendre le terrain, d'avoir les ressentis de chacun. Donc tout le monde sait qu'ils peuvent aller vers lui quand ils ont des soucis, et lui remonte tout ça, il remonte l'opérationnel pour que justement on fasse ça de manière correcte avec l'ensemble des autres services. Ok. Est-ce que de tout ce qui a été discuté maintenant, quel est l'aspect qui a été le plus mis en avant, ou que toi tu retiens le plus par rapport justement à la gestion des personnes, à votre duo, à la croissance de Promosport? Non, moi c'est plutôt le fait que la fidélité des collègues qui travaillent ici, des collaborateurs,
on a finalement un turnover assez faible, et ça c'est gai parce que si les gens restent, ça veut dire qu'ils se sentent bien et on peut avoir confiance en elles, et donc on est bien parce qu'on est dans quelque chose qui est stable, qui est, malgré qu'on grandit et qu'il y a à chaque fois des gens qui viennent un petit peu se rajouter dans la maison, ben c'est quand même quelque chose d'agréable. Avant de l'enregistrement, tu me disais, ben, le patron, tu n'aimes pas du tout ce mot-là. Pourtant, l'émission s'appelle « C'est qui le patron ?» mais avec un point d'interrogation. Et finalement, si je te pose la question « C'est qui le patron ?» avec point d'interrogation, qu'est-ce qui vient directement? Mais en effet, quand on réfléchit de manière basique, c'est qui le patron? J'aime pas ce mot patron parce que patron est égal un petit peu à supérieur, inférieur. Moi, je suis le fondateur de Promosport, ça oui. Et après, diverses personnes sont rentrées au sein de Promosport et ont eu leur espace de travail pour s'exprimer. Et c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, chacun finalement est un petit peu patron à son échelle, à son niveau de son travail. Et voilà, c'est comme ça que je considère c'est qui le patron. Ok. Et toi, justement, en tant que fondateur et qui continue, je dirais, ce développement, où est-ce que tu vas chercher tes ressources pour pouvoir continuer ce développement? Principalement à travers un cercle d'amis qui sont aussi entrepreneurs, donc qui ont les mêmes problématiques que moi. Et donc on aime discuter de ça, c'est quelque chose qui est gai. On aime, tiens, voilà, moi j'ai eu ça comme problème, j'ai fait comme ça. Des fois d'ailleurs nos femmes, elles se disent, ils ont pas fini, ils sont encore occupés à parler de ça, ils savent faire que ça. Donc en général on parle de ça ou de sport. Donc voilà, mais c'est vrai on aime ça et on rebondit chacun sur les histoires des uns et des autres et on prend 2%, 5%, etc. Donc ça c'est un premier vivier d'expérience à prendre. Le second, c'est tous les business clubs. Si j'en cite quelques-uns ici, Alliance Centre BOE, le Cercle du Lac, le B19, qui sont des cercles d'affaires avec des possibilités de conférences sur certains thèmes. Et donc, évidemment, forcément, derrière, il y a un peu de networking. Donc, et moi, j'adore écouter les histoires des gens, les histoires entrepreneuriales des gens. C'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que tout est vraiment particulier, tout est semé d'embûches, ça c'est sûr et certain. Il n'y en a pas un qui a réussi en claquant des doigts. Ça c'est sûr et certain que c'est le travail avant tout. Mais oui, c'est un extraordinaire aussi endroit pour de nouveau pêcher les choses et voilà, comme j'expliquais, à un moment donné, je me dis, il faudrait que je refasse une formation en quoi. Mais finalement, là, pour moi, c'est la formation continue. Le seul avantage, c'est qu'on ne doit pas étudier et on peut boire un petit verre en même temps, donc c'est plus agréable. De temps en temps, dans les magazines aussi, genre Trends Tendance, etc., souvent il y a des petites histoires un peu qui sont à prendre. Où j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps un livre de Richard Branson. Lui, il part dans tous les sens, mais il y a certainement pas mal de choses à apprendre de sa part, surtout aussi du fait qu'il ne faut pas spécialement avoir fait des études pour être indépendant ou pour être entrepreneur. Il faut... D'ailleurs, si on rigole souvent justement avec le cercle d'amis avec qui on se connaît justement depuis qu'on était en humanité. En humanité, on n'était pas spécialement les meilleurs élèves. Et c'est ça la différence aussi entre le monde académique et l'entreprise. C'est que le monde académique, vous écoutez ce qu'on vous dit et à un moment donné, il faut pouvoir restituer une grosse matière à un moment donné. Et le monde de l'entreprise, c'est tout à fait autre chose. Il faut des compétences émotionnelles, il faut des compétences relationnelles, il faut des compétences physiques aussi. Un indépendant, il va devoir travailler, comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai certainement travaillé 18 heures par jour pendant X temps pour pouvoir avoir le volume et pouvoir en vivre de ça. Donc, ça demande pas mal d'autres compétences que juste savoir restituer un cours. Et souvent, on remarque que ce n'est pas spécialement les meilleurs élèves qui sont les meilleurs entrepreneurs. Oui, tout à fait. Si tu avais un message justement à faire passer à des patrons qui
qui s'épuisent dans leur entreprise, qui ont peur justement de grandir parce que la gestion des hommes et des femmes, ça a l'air tellement compliqué pour eux et que déjà maintenant, gérer les quelques personnes qu'ils ont à gérer, c'est déjà assez difficile. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement? Ben, je pense qu'il faut comprendre surtout un employé qui arrive, un collaborateur qui arrive, par rapport à son environnement, le paquet salarial qu'il va avoir, il faut comprendre ça. Donc c'est à partir du moment où on comprend dans quelle mesure il est, ben, ça permet après de mieux communiquer aussi avec eux. Un petit exemple ici de nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a eu l'occasion d'acheter un appartement à Fuerteventura et tout le monde a droit à y aller une semaine par an à partir du moment où on a la catégorie A senior. C'est quelque chose où tout le monde va. Et on vit tous la même chose là-bas et on est tous contents, il fait beau, c'est gai, on va au même restaurant et on a écrit un truc, les bons plans là-bas. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va tous partager ici. Et voilà, c'est un petit exemple de quelque chose qu'on a mis en place qui rassemble tout le monde auprès de quelque chose, dans quelque chose d'agréable finalement, de pouvoir aller en vacances, quoi. Et donc si je comprends bien, le message que tu veux faire passer, c'est de pouvoir être à l'écoute justement de ses collaborateurs? C'est l'élément primordial, c'est être à l'écoute et pouvoir leur donner pour moi un espace dans lequel ils s'épanouissent. Avec des balises, c'est ça qui n'est pas facile, c'est donner des balises aux gens qui puissent avoir un feedback régulier sans que ça soit du contrôle. Donc la différence entre feedback et contrôle n'est pas toujours évidente. Donc de temps en temps il y aura des erreurs, les laisser passer. Si elles sont petites, on s'en fout. Si elles sont grosses, bon, il faut les réajuster, mais chacun a sa manière de travailler. Et voilà, il faut pouvoir lâcher un peu de lest dans certaines... à certains moments, et voilà. Après, on a tendance, une fois que ça roule, de plus trop faire attention, et c'est ça qu'il faut, c'est ça le patron responsable, c'est ça qu'il doit faire, c'est avoir la rigueur aussi de derrière, venir être certain, avoir des tableaux de bord pour être sûr que tout fonctionne, chacun à son niveau, pour être sûr que tout fonctionne, et suivre ça, et de nouveau pouvoir faire progresser la personne et qu'elle aille dans la bonne direction. Ok. Vous avez, je pense, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur le web, on peut vous suivre. Sur Facebook, ouais, donc Promosport sur Facebook ou promo-sport.be, site internet. Okay. C'est là qu'on est le plus présent. Ouais. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup en tous les cas pour cet entretien. Avec plaisir. Et avec les clés que tu as pu donner. J'espère en tous les cas que vous avez pu trouver de la valeur, que vous avez pu trouver des pistes, être reboosté pour relever justement le défi de cette gestion des relations humaines en entreprise. Moi en tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview d'un autre partage avec un autre patron. Et d'ici là, portez-vous bien. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage et que ça peut lui apporter justement certaines réponses, certaines pistes, envoyez-lui. Sinon, si vous voulez rester au courant, abonnez-vous. Merci beaucoup, au revoir.